François Rebsamen est l'invité de Preuve par 3 ce soir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de Dijon, ancien ministre du Travail dans les premiers gouvernements de Manuel Valls. Et à ce titre, évidemment, votre avis sur la loi travail nous intéresse particulièrement, de même que votre proximité historique avec François Hollande. On y reviendra dans cette émission. Vous connaissez bien le principe de cette émission, divisée en 3 parties. Et il vous faudra répondre à 3 questions principales. La première question, peut-on encore sauver la loi travail alors que le Premier ministre poursuit jusqu'à demain ses consultations auprès des partenaires sociaux et alors surtout que nous sommes à la veille de la manifestation, première manifestation contre ce projet de loi. Deuxième partie de cette émission avec notre partenaire, l'agence France Presse. Stéphanie Le Rouge viendra vous demander si le Parti socialiste peut mourir, tant le parti apparaît divisé à la fois sur la loi travail mais également sur la déchéance de nationalité, également sur la primaire. Et puis enfin, troisième partie de cette émission avec notre journaliste Michael Zamès. Si vous étiez encore parlementaire, encore sénateur François Rebsamen, est-ce que vous voteriez la déchéance de nationalité? La révision constitutionnelle sera effectivement examinée la semaine prochaine par le Sénat. Le Premier ministre était auditionné ce matin par la Commission des lois et on a vu qu'on était encore loin d'une position convergente avec l'Assemblée nationale. Alors, première partie de cette émission, François Rebsamen, première question, peut-on encore sauver la loi travail? Votre avis? Bien sûr, non seulement la sauver, mais mieux la présenter, l'expliquer et tenir compte des remarques, des propositions d'amendements et de modifications qui ont été faits ou qui vont être faits par les syndicats réformistes. Donc au mieux, ce sera un recul. Pourquoi un recul? La négociation qui s'ouvre et qui est celle ouverte avec les syndicats réformistes, elle est indispensable. Elle est avec d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Donc c'est bien de les écouter, c'est bien de les entendre, d'avancer des arguments, d'entendre des arguments contre. Et je pense qu'il y aura des modifications qui seront apportées à cette loi. La partie pourtant semble mal engagée, non? Non, je ne le crois pas. Moi-même, j'avais émis quelques réserves sur 2 points. D'abord sur la présentation, qui n'avait pas été très à droite et qui faisait peser a priori une suspicion, vous savez, dans ce pays c'est comme ça, une suspicion de dérive droitière du texte présenté. Pourquoi? Parce que je crois qu'il avait été dit que le gouvernement prendrait ses responsabilités si nécessaire. Et donc, le 49.3 avait été évoqué. Voilà, mais je crois qu'il avait été formulé comme je l'ai indiqué. Mais la vérité... Le premier défaut première remarque selon vous, c'est le défaut, le manque de pédagogie autour du texte. Oui, je pense défaut réel de communication. Oui, mais je crois que ce texte est sorti alors même qu'il était envoyé au Conseil d'État, qui n'a pas encore été présenté au Conseil des ministres. Et donc, du coup, il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier et commencer... D'où vient cette erreur de communication selon vous? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu... Qui la faute, François Hollande, Manuel Valls, qui a voulu aller trop vite sur ce texte? Il n'y a pas à chercher de faute, non. Je crois qu'il y a eu le texte qui a été envoyé au Conseil d'État. Vous savez, avant, on vérifie, vous le savez bien, on vérifie que les articles qui sont envoyés sont conformes au droit et on prend en compte les remarques du Conseil d'État. Là, on ne savait même pas, le texte est sorti comme ça, brut de décoffrage, je ne sais pas comment ça a pu se faire. Et donc, à partir de là, il faut reprendre le bâton d'explication de Pellerin pour expliquer les choses, dire que ce texte, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas une dérive, c'est pas le rejet. Les choses n'ont pas été faites dans l'ordre Du travail. Normalement, la loi Larcher impose la consultation des partenaires sociaux. Oui, mais elle a eu lieu. Il y a eu ces consultations bilatérales qui ont été menées sur tous les points du texte. Par Myriam El Khomri. Alors, on me dit qu'il y a eu quelques rajouts de dernière minute. La concertation, elle est là en ce moment. Alors, au vu des premières consultations du Premier ministre avec les partenaires sociaux cette semaine, on constate quand même encore de profonds désaccords, notamment avec la CFDT. Je vous propose, François Rebsamen, d'écouter Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Nous avons été écoutés. Il nous a été dit que la porte était ouverte au dialogue, que des choses pouvaient évoluer, qu'il y avait des espaces. Et il ne nous a pas été donné de réponse parce que les auditions, entre guillemets, ne sont pas terminées. Mais nous avons redit notre détermination à agir contre les mesures que nous ne voulons pas voir figurer dans ce texte. Et nous avons redit que s'il n'y avait pas d'évolution, la CFDT serait en capacité de se mobiliser. Pas l'air très conciliant quand même encore, Laurent Berger, François Rebsamen, vous qui le connaissez bien. Il attend effectivement des avancées sur
que je connais. Notamment le barème des indemnités prud'homales. Le barème des indemnités prud'homales et puis la définition des licenciements économiques. Je crois que ce sont 2 points qui sont essentiels aujourd'hui dans le débat. Et alors, quelles avancées possibles vous voyez? Est-ce que, par exemple, sur le barème des indemnités au prud'homme, est-ce qu'on peut proposer, par exemple, non pas un plafond, mais un plancher d'indemnisation? Est-ce que ça, c'est une piste de réflexion? Je pense qu'il avait été laissé une marge de négociation, comme toujours, aux parlementaires, parce que finalement, ce texte sortant du Conseil d'État, présenté au Conseil des ministres, il va être mis entre les mains des parlementaires. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée, pour commencer, va dire peut-être le plafond qui est mis est insuffisant. Quand on regarde par rapport à l'Allemagne, par exemple, je crois qu'après 20 ans de travail, c'est 24 mois en Allemagne et c'est 15 mois qui est proposé. Donc on peut corriger cela. J'indique quand même que cette barémisation était déjà dans la loi Macron, que moi j'y étais favorable. Mais ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Oui, pour d'autres raisons. Mais j'y étais favorable, si vous me permettez. Je vais dire pourquoi je suis favorable à une barémisation qui peut être indicative. Elle n'est peut-être pas obligatoire, elle peut être indicative. Pourquoi j'y suis favorable? Parce qu'avec ma collègue Christiane Taubira, on a fait le tour des prud'hommes. Et il y a des situations très différentes d'un prud'homme à un autre. Et vous avez des endroits où les salariés peuvent attendre très longtemps. J'ai entendu que la moyenne était de 18 mois. Sûrement pas dans la région parisienne, puisqu'il y a encore un cas de 7 ans qui n'est pas traité entre donc une certaine inégalité territoriale. Une inégalité territoriale, un manque d'uniformité ou d'uniformisation de la jurisprudence. Donc, qu'il y ait un barème de référence, je pense que c'est une bonne chose. Après, les juges... Le curseur, le meilleur curseur, selon vous, ce serait? Moi, je pense qu'il faudrait faire comme en Allemagne. Comme en Allemagne. Prendre les mêmes niveaux, oui. Ouais. Les patrons ne sont pas aussi forcément satisfaits par ce projet de loi, notamment la CGPME, qui représente les TPE, les PME. Je vous propose d'écouter François Asselin et puis on réagit ensuite. Nous avons besoin de souplesse, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin qu'en cas malheureusement de retournement de conjoncture, eh bien, on puisse adapter l'entreprise à son environnement. Et nous constatons avec beaucoup de regret qu'autour de certaines annonces qui sont dans ce texte, certains articles, eh bien, il y a une totale désinformation qui a pris une ampleur phénoménale. Ce qu'on veut tout simplement, c'est qu'on sache, lorsqu'il faut réduire la voilure, eh bien, où chacun met les pieds, que ce soit du côté du salarié comme du côté de l'employeur, surtout quand c'est une petite entreprise qui souvent est très fragile et n'a pas les capacités financières d'un grand groupe. Alors François Asselin fait allusion à l'assouplissement du licenciement économique. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, dans ce texte, différencier le cas des TPE et des PME des grands groupes? Et oui, vous savez, quand on fait des différences de ce genre, on peut être sanctionné par le Conseil constitutionnel. Donc il y a là à prendre avec donc on met tout le monde dans le même précaution, panier, cette chose. comme les PME? Non, mais il y a des dispositifs qui renvoient à des accords d'entreprise, de petites entreprises d'ailleurs, dans le texte, qui donnent plus de place aux accords d'entreprise. Et il faut rappeler quand même qu'il y a chaque année 36 000 accords d'entreprise qui sont signés, y compris d'ailleurs une majorité par la CGT au niveau local. Donc le fait qu'il y ait des accords d'entreprise correspond, je crois, à l'esprit de ce que demande M. Asselin. Ce qui est vrai, il faut donner de la souplesse, un peu plus de souplesse aux entreprises. Mais en même temps, il ne faut pas retirer des droits aux salariés. Ça, c'est pas possible. Et donc, on a à faire cet équilibre. Je pense qu'il faut revoir les conditions de définition du licenciement économique. Quelles seraient vos propositions à vous? Eh bien, d'allonger déjà les durées de prise en compte, parce que je pense que 4 mois, c'est beaucoup trop court. 4 trimestres, pardon. C'est beaucoup trop court. On pourrait pousser le quoi, le curseur à 5, par exemple? Non, je pense que la CFDT a dit 6. Même, je pense qu'il faut revoir ça. On ne peut pas avoir de doute sur l'interprétation sur les causes qui amènent à des licenciements économiques. Donc cette redéfinition est à travailler. Je pense que c'est ce qu'ils font avec les syndicats réformistes. Donc selon vous, on peut encore trouver un compromis sur ces 2 points, qui sont les 2 points qui font le plus débat sur ce projet de loi. Il y a le séminaire organisé ce soir avec les parlementaires socialistes. Vous pensez que Manuel Valls peut encore convaincre une partie de ses troupes très hostiles quand même encore au projet de loi? Oui, mais je crois que ces 2 points sont 2 points essentiels et que les parlementaires socialistes
socialistes en sont conscients, les présidents de groupe avec lesquels j'ai pu m'entretenir en sont conscients. Et si j'ai bien entendu, hier au Bureau national, il y avait beaucoup d'expressions en ce sens, au Bureau national du Parti socialiste. Tout à fait. Donc on a la nécessité de bouger. Il faut bouger, il faut entendre, et il ne faut pas se braquer et dire qu'on est droit dans ses bottes. Non. La négociation, la concertation a lieu en ce moment. Alors justement, le Bureau national du Parti socialiste était hier soir et on a pu entendre la lourde charge à nouveau de Martine Aubry contre ce projet de loi. Je vous propose de réentendre Martine Aubry et on en discute après. J'ai essayé d'expliquer à Myriam El Khomri que la réforme du Code du travail qu'elle prévoyait n'est une réforme ni qui améliore la compétitivité des entreprises, ni qui accroît la protection des salariés. Elle est extrêmement dangereuse, notamment sur le droit de licenciement. Elle est dangereuse quand on substitue des accords d'entreprise à des accords de branche. Mettons le paquet sur la formation, sur la recherche, sur l'innovation. Il faut que les salariés se sentent bien aussi dans l'entreprise si on souhaite effectivement qu'ils y soient attachés et qu'ils améliorent encore leur compétitivité. Cette loi, c'est donc une régression, comme semble l'entendre dire. Il y a des modifications à apporter. Moi, je note que Martine Aubry n'a pas demandé le retrait du texte hier, mais des améliorations à apporter. Et donc, il faut apporter ces améliorations. J'ai donné deux exemples, mais je pense qu'on peut faire plus de place, c'est ce que souhaite la CFDT, elle a raison, aux accords d'entreprise, je le redis. Et donc, il y a une norme, on respecte les normes. L'argumentaire comme quoi il y aura un renversement de la hiérarchie des normes, il ne faut pas exagérer. La loi reste la loi, les accords interprofessionnels aussi, les accords de branche aussi, mais il peut y avoir des accords d'entreprise et il peut y avoir des référendums des salariés qui donnent leur position. Mais à entendre Martine Aubry, on a l'impression qu'on n'est plus tellement dans la dimension technique, mais dans l'arrière-pensée politique. Elle était peut-être dans l'affectif, oui. Dans l'affectif, vous trouvez, oui, dans sa relation de Manuel Valls? Dans sa relation avec Myriam El Khomri. Ah, c'est ça, justement Myriam El Khomri. Quel regard vous portez sur celle qui vous a succédé à ce ministère du Travail? C'est très difficile de parler de quelqu'un qui vous a succédé. Je me suis abstenu de le faire. J'ai parlé de Myriam. Elle a beaucoup été critiquée. Je ne l'ai pas fait, vous l'avez vu. J'ai dit du bien d'elle, d'ailleurs, dans la PQR encore ce week-end. C'est une femme courageuse qui travaille. C'est une belle personne. Mais certains s'interrogent, est-ce qu'elle a les épaules assez larges pour porter un tel projet de loi dans ce contexte politique? Elle le porte et puis elle est épaulée pour le porter, là. Emmanuel Valls, est-ce qu'il joue son autorité, sa méthode sur ce projet de loi? Emmanuel Valls, c'est un moment important pour lui et il en est conscient, je crois. Et donc, il est, je trouve, depuis quelques jours ouvert à la négociation, aux rencontres. Vous savez, il a une histoire qui est un peu commune avec la CFDT. Il a toujours été proche des syndicats réformistes et donc moi, je ne doute pas qu'il les entende. Quand vous dites qu'il joue un moment important, vous pensez à quoi précisément? Je pense, vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On voit qu'il y a, heureusement, maintenant, des grands économistes qui, à nouveau, prennent la parole pour dire ce texte, c'est pas l'infamie qu'on croit entendre. Jean Tirole, par exemple, des gens, oui, ou Philippe Aghion ce matin. Donc voilà, c'est des économistes qui sont des gens tout à fait connus et reconnus. Et ce qui a été ma surprise, c'est quand même que des gens qui ne connaissaient pas le texte encore au départ aient tout de suite crié au loup. Ah oui, vous pensez à qui? À personne. À personne? Vous pensez à une certaine tribune qui a été publiée, par exemple? Non, parce que je pense quand même qu'ils se sont renseignés, mais je pense que c'est parti très vite et beaucoup de gens ont dit... Ça veut dire que le gouvernement a perdu la bataille de la communication, alors, je pense que la communication était, je l'ai dit, mal engagée et que c'est une des raisons premières de difficultés que rencontre ce texte. Laisser penser, je vais le redire une deuxième fois, de laisser penser que ce texte ne pourrait passer, entre guillemets, qu'avec le 49.3, c'est parce que c'est ça que les gens ont compris. Ça faisait peser sur ce texte une certaine suspicion. Mais quand la communication est mal engagée, est-ce que c'est rattrapable? Mais oui, c'est rattrapable par la concertation, c'est rattrapable par l'écoute et c'est rattrapable par des modifications. Malgré la mobilisation de demain, les manifs, la grève dans les transports. On va voir, faut pas ça va être déterminé. Faut pas tout mélanger, vous le savez. La journée de demain, ça va être déterminant selon vous? Non, les 15 jours qui viennent, il faut voir si on avance. Je pense qu'il faut qu'il y ait des avancées significatives et que les propositions des syndicats réformistes soient prises en compte.
Pourquoi ces mesures arrivent en fin de quinquennat, François Rebsamen? Parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses et moi ce que je constate c'est que malheureusement on ne s'est jamais arrêté pour dire ce qu'on fait. Et ça c'est un des reproches majeurs que je fais à l'histoire de ce quinquennat, c'est de ne jamais avoir valorisé ce qui avait été dit, de ne pas avoir dès le départ, bon c'était un peu le péché originel, excusez-moi de l'expression, de ce quinquennat, de ne pas avoir dit quelle était la situation, de ne pas avoir dit qu'est-ce qu'on allait faire, d'avoir eu peut-être une vision un peu optimiste des choses, il faut le reconnaître. C'est une critique de François Hollande, tout ça? Comment? C'est une critique de François Hollande? Une critique? Non, non, c'est quand même lui qui préside la République et qui impulse la politique du gouvernement depuis le début du quinquennat. La situation n'est pas facile, elle n'était pas facile quand on est arrivé. Tout de suite, il y a eu des plans de licenciement qui avaient été repoussés. Je peux penser à Peugeot, à PSA. Moi, j'ai reçu ici, en tant que président de groupe, le patron du groupe. Il s'en sort maintenant. Il a fallu 4 ans pour que le groupe ressorte des bénéfices. C'était très important. Donc, voilà. Et puis, il y a eu des choses de fait, des avancées. Je l'ai dit, la gauche du réel, c'est-à-dire celle qui gouverne en ce moment, elle a créé des nouveaux droits. Mais simplement, elle ne les a pas mis en valeur. Encore la prime d'activité l'autre jour, je regardais, on croirait que c'est la CAF qui distribue ça comme ça par décision de la CAF. Très bien, la caisse d'allocation familiale fait très bien les choses, mais c'est une décision qui était d'ailleurs dans ma loi et qui a été mise en œuvre au 1er janvier. On peut parler des retraites après les carrières longues, on peut parler aussi du droit à la formation. Personne n'a parlé vraiment de ce droit à la formation, et puis du compte personnel d'activité, qui est une grande avancée qui est dans le texte et qui devrait être encore renforcée. Donc je reprends ma question, est-ce que c'est un peu la faute quand même de François Hollande qui n'a pas su mettre en valeur ce bilan-là, qui n'a pas su le porter? Peut-être on n'a pas su aussi l'expliquer, peut-être le Parti Socialiste... On a toujours dit qu'il manquait toujours une ligne économique, un cap, une stratégie. Peut-être le Parti Socialiste n'a-t-il pas non plus fait le travail d'explication qui était nécessaire? Peut-être n'a-t-on pas pris le temps, je me mets dedans, n'a-t-on pas pris le temps de faire la pause de l'explication? Donc on enchaîne les réformes les unes après les autres, mais si on ne s'arrête pas un moment pour dire voilà ce qui a été fait, ben les Français ils ne le savent pas, ils le savent pas. Voilà. Ouais, ça leur donne l'impression que tout n'a pas été tenté contre le chômage. Oui, même si je le pense. J'avais dit que l'année 2015 serait meilleure que l'année 2014, vous vous en rappelez. Il y a aujourd'hui, au sens du BIT, moins de 3 millions de chômeurs en France. Voilà, au sens du BIT. Mais combien de chômeurs en plus depuis 2 860 000 selon les chiffres du BIT. Oui, mais combien de chômeurs en plus depuis le début du quinquennat de François Hollande? Si on prend les chiffres du BIT, on n'arrive pas... vous savez, vous permettez 2 minutes d'explication? Une petite minute. Il y a 3 ans, 1 minute. Il y a 3 ans, les chiffres de Pôle emploi et les chiffres du BIT, du Bureau international du travail, étaient identiques à 100 000 près. Il y avait 2 900 000 chômeurs recensés par les deux. Aujourd'hui, il y en a 2 900 000 recensés par le BIT. Il y en a 3 500 000 recensés par Pôle emploi. Cherchez l'erreur. Votre explication à vous? Mon explication, c'est que Pôle emploi, ce n'est pas un outil statistique. Très bien. Eh bien, on travaillera sur Pôle emploi. Alors, François Rebsamen, on va passer à la deuxième partie de cette émission avec un parti socialiste de plus en plus divisé, des ambitions qui s'expriment aussi de plus en plus ouvertement. Je pense par exemple dernièrement à Emmanuel Macron. Une primaire à gauche qui se dessine. On va aborder tout de suite ces questions avec Stéphanie Lerouge, journaliste de notre partenaire, l'agence France Presse. Autour de cette question, le PS peut-il mourir? Mais avant d'accueillir Stéphanie Lerouge, que pèse exactement Manuel Valls au sein du Parti Socialiste? Alors selon la députée Karine Berger, qui était l'invitée ce matin de notre matinale, eh bien il ne pèse pas plus que son score de la primaire en 2011. On l'écoute. La gauche de Manuel Valls hier soir au Bureau national, c'était moins de 5% du Bureau national. Donc s'il y a irréconciliabilité de gauche, il y en a une qui fait 5% et l'autre qui fait 95%. Donc non, moi je ne crois pas à la fracture irrémédiable de la gauche. Je pense que le Parti socialiste est l'endroit où les deux gauches historiques, en tout cas, ont toujours cohabité, mais qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et qu'il y a un certain nombre de positions qui ne sont plus des positions de gauche. Quand on donne un permis de licencier à des multinationales dans un texte de loi, on est en train de sortir du champ de la gauche. Bonsoir Stéphanie. Alors le Parti Socialiste peut-il mourir? C'est votre question à François Rebsamen. Oui, bonsoir. Monsieur Rebsamen. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Martine Aubry a publié il y a moins de 15 jours une tribune au Vitriol. Et désormais, les opposants à la politique du gouvernement sont majoritaires au Bureau national du PS. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de scission, d'explosion de ce parti, comme on a pu l'entendre? Je me suis posé la question et j'ai d'ailleurs fait une tribune sur ce sujet.
je pense qu'il y a effectivement, mais c'est pas nouveau dans l'histoire du Parti socialiste, il y a de gauche, il y en a une qui est plutôt, j'allais dire, social-libérale, et puis une autre qui est plutôt la gauche traditionnelle que l'on connaît du Parti socialiste. Puis il y a un axe central qui a toujours permis de réconcilier ces deux gauches pour faire ce qu'on appelle la synthèse entre les deux. Est-ce que l'écart, c'est le sens de votre question aujourd'hui, est tel que ces deux gauches sont irréconciliables? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et j'ai eu le sentiment hier, bien sûr, si je mets à part quelqu'un qui est peut-être un peu spécifique dans le Parti socialiste comme Gérard Filoche, mais si on met à part Gérard Filoche, eh bien, j'ai eu l'impression que tout le monde était pour avancer, pour qu'il n'y ait pas, non pas un retrait du texte, mais une amélioration du texte. Nous parlons du texte sur le travail. Et donc, je pense que ces deux gauches ne sont pas irréconciliables. Et moi, je souhaite... Monsieur le Premier ministre Manuel Valls a dit, lui, a parlé de deux gauches irréconciliables, justement. Donc, vous vous inscrivez en faux face à cette affirmation. Il pensait plutôt à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, où effectivement, la rupture là est consommée. D'ailleurs, on a même... Quelle différence aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et les frondeurs du Parti socialiste? Oui, il y a une grande différence, c'est qu'on siège ensemble au bureau national du Parti socialiste, on échange, on a des débats, on avance ensemble, et il y a des interventions qui sont faites par certains frondeurs qui sont de qualité, qui permettent d'améliorer le débat. Qu'y a-t-il de commun encore entre Manuel Valls et les frondeurs? Mais il y a le débat, il y a l'amélioration, et c'est deux lignes. C'est deux lignes, mais oui, mais ce sont deux lignes qui sont différentes, mais qui cohabitent au sein du Parti socialiste et qui ont souvent cohabité. On pourrait dire Rocard, je cherche Rocard-Chevènement, et avec Mitterrand qui faisait la synthèse. Est-ce que Manuel Valls ne joue pas un peu sa propre partition, malgré tout, face à un Hollande qui doit rassembler la gauche le plus possible? Manuel Valls poursuit son sillon de réformiste et peut-être au risque de se couper d'une partie de la gauche. Oui, c'est un réformiste, mais moi je pense que c'est un réformiste de gauche, et donc il doit rester un réformiste de gauche. Et le réformiste de gauche, c'est une part essentielle du Parti socialiste. Pour vous, il n'y a pas une feuille de papier entre... Je n'ai pas dit ça. Il y a des différences, il y a des divergences, il y a des différences, mais je pense qu'elles ne sont pas irréconciliables. Elles tiennent à quoi? Elles tiennent peut-être à des postures personnelles, à une analyse différente de la société. Je pense que le Premier ministre est aujourd'hui convaincu que la société attend de l'autorité. Je crois qu'il l'incarne bien. Et je pense que une autre partie de la gauche du Parti socialiste, à l'intérieur du Parti socialiste, pense que c'est la question sociale qui est primordiale. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas contradictoire. Je voudrais le dire ici. Il faut qu'il y ait de l'autorité parce qu'il faut donner protéger, assurer la sécurité, la sûreté de nos concitoyens, surtout dans des périodes troublées comme elles sont aujourd'hui. Et puis en même temps, alors ça c'est peut-être un peu ma particularité, je pense qu'il faut prendre en compte la question sociale. La question sociale, le modèle social français, c'est quelque chose dont on doit se préoccuper. Je suis très heureux de voir que Manuel Valls mène aujourd'hui les consultations, les concertations et les négociations. J'en ai mené avec lui d'ailleurs quand j'étais... et d'ailleurs le texte que j'ai présenté, il a été adopté par la gauche. Et il n'a pas été adopté par le 49-3. Alors justement sur ce climat à gauche et sur le couple exécutif, je vous propose d'écouter le sénateur socialiste Luc Carvounas, un proche de Manuel Valls. Je vois simplement un président et un Premier ministre qui, depuis le début de ce quinquennat, ont envie de la réussite du pays. On n'est pas en train de parler de destin personnel ou de carrière personnelle. On voit bien que c'est un jeu collectif qui doit nous emmener vers l'élection présidentielle qui va être difficile, il faut le reconnaître, parce qu'il y a de fortes interrogations chez nos concitoyens. Et en tous les cas, on aura besoin des maires, des parlementaires pour qu'ils soient des relais. Oui, vous pensez qu'il n'y a pas de divergence entre François Hollande et Manuel Valls, comme le dit Monsieur Carvounas? Non, je pense que les arbitrages sont rendus en commun, oui, je le pense. Le président de la République est dans son rôle, le Premier ministre aussi. Non, je pense que les choses se font en commun. Rien de ce qui se fait dans ce pays n'est étranger au président de la République en matière de décision. Donc voilà, après le Premier ministre, il a aussi son tempérament, il met les choses en ordre à sa manière.
Donc ça, c'est sûr, il y a des différences de tempérament entre les deux hommes. On dit parfois que Manuel Valls a tendance à hystériser le débat, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose dans la perspective de 2017, du rassemblement de la gauche. Est-ce que vous pensez que François Hollande sera en mesure de rassembler sa gauche pour être candidat en 2017 ? Je le souhaite, je l'espère. Malgré le fait qu'il soit fâché d'une part avec la gauche sociétale sur la déchéance et maintenant avec la gauche sociale autour du texte travail. François Hollande, c'est le président de la République sortant. C'est le point d'équilibre de la gauche, je le pense, et je pense que c'est lui qui prendra cette décision, bien sûr, le meilleur candidat pour nous, celui qui est capable de rassembler. Voilà. Donc le Parti socialiste, finalement, est condamné à la synthèse hollandaise ? Oui, vous savez, je ne veux pas m'interroger sur le Parti socialiste, je veux bien répondre. Effectivement, il peut mourir, le Parti socialiste. Effectivement, il peut s'exploser, le Parti socialiste. Il peut y avoir des fractures irrémédiables. Il y a déjà eu quelques départs, c'est arrivé dans son histoire. La question qu'on se pose souvent au Parti socialiste, c'est est-ce que le cycle d'Épinay est terminé? Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, la question revient sur la table et il y en a un qui brandit ça et qui dit le cycle d'Épinay est terminé. Les partis, ça meurt, ça se transforme, ça se régénère. On le voit à droite aussi, à gauche c'est pareil. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que la gauche, elle ne mourra pas. Et ceux qui, de temps en temps, s'expriment en disant la gauche peut mourir, non, la gauche, elle ne mourra pas. Comme Manuel Valls, il l'a dit plusieurs fois. Mais c'est une erreur. Le Parti socialiste, oui, il peut mourir. Le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, avait lancé cette idée d'alliance populaire justement pour renouveler le parti. Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Est-ce que la primaire pour la présidentielle, ça pourrait être un autre moyen de faire que les gauches se parlent à nouveau? Dans cette grande maison commune que vous voulez fonder, Jean-Christophe Cambadélis. Vous avez l'air assez dubitatif. Non, je suis dubitatif parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour participer à cela. Donc, il faut donc, s'il y a une primaire, il faut qu'à la sortie de la primaire, il y ait un seul candidat. Ça serait d'ailleurs une bonne chose. Après, est-ce que le président de la République, s'il est candidat, on met beaucoup de s'il, est-ce qu'il a envie de se plier à cette primaire? Je n'en sais rien. Ça peut être une bonne occasion s'il y a à la sortie qu'un seul candidat. Mais c'est pas facile de faire une primaire en étant président de la République, vous en conviendrez. Surtout dans la situation difficile que connaît le pays aujourd'hui. C'est pourtant ce que certains souhaitent, notamment ici au Sénat. Je vous propose d'écouter Marie-Noëlle Lienemann. La sénatrice, elle voudrait une primaire qui irait jusqu'à François Hollande. On l'écoute. Nous, on demande des primaires. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'au moment des primaires s'incarnent des personnes et des propositions. Vous ne pouvez pas séparer l'un et l'autre. Et là, les électeurs qui seront aux primaires pourront choisir. Moi, j'ai caché à personne que j'étais prête à être candidate et que je serai candidate s'il y a des primaires. Mais pour moi, la priorité, c'est qu'il y ait des primaires. Deux, vous savez, je me méfie de ces incarnations personnelles. La Ve République nous fait croire cela. Quel est le camp aujourd'hui qui a l'homme providentiel? Personne. Voilà Marie-Noëlle Lienemann qui était interrogée au Salon de l'Agriculture. C'est pour ça qu'on entend un petit coq au début. Donc une bonne partie du PS, les frondeurs, la motion B de Karine Berger, se sont prononcés pour la primaire. Même moi aussi, j'ai dit une primaire, je pense une primaire de toute la gauche. J'ai repris la formule de Macron à Mélenchon. Oui, je pense que c'était une bonne idée. Il faut que tout le monde ait la volonté, quand on fait une primaire, de débattre et d'accepter le résultat de cette primaire. Alors sans passer par la case Hollande. Mais le président, Macron à Mélenchon sans passer par la case Hollande. Si le président est candidat, il dira s'il se plie ou pas à la primaire. La primaire, c'est aussi l'occasion d'affronter ou de confronter plus exactement des lignes politiques. Et c'est pour ça que Marie-Noëlle Lienemann disait cela. Elle représente une partie de l'histoire du Parti socialiste. Est-ce que la participation de M. Mélenchon est indispensable? Parce qu'on a pu avoir l'impression qu'en faire un préalable était une manière de dire non à la primaire, en fait. Donc, est-ce que vous dites, oui, pourquoi pas une primaire, y compris sans Mélenchon? Y compris sans Mélenchon, je vous le dis, y compris sans Mélenchon. Mais c'est vrai que l'idée était quand même d'avoir un résultat qui couvre tout le champ de la gauche. Et de la gauche. Mais avec Mélenchon, c'est extrêmement compliqué, vous le savez. Vous êtes un proche depuis longtemps de François Hollande, François Rebsamen. Est-ce que vous continuez à le voir régulièrement? Beaucoup s'interrogent dans son entourage sur est-ce qu'il veut, est-ce qu'il pourrait être candidat en 2017? Tiens, il n'en a pas parlé pour le moment. Il n'en parle à personne? Non, je ne crois pas. En tous les cas, pas à moi. Je le vois quand je demande à le voir.
sans trop de difficultés, mais de cela, nous n'avons pas encore parlé. Donc, on sent beaucoup d'interrogations dans son entourage. Certains semblent un petit peu perdus sur sa stratégie. Est-ce que c'est également votre cas? Non, moi je pense que le moment venu, il fera connaître son choix. De toute façon, il ne peut pas le faire maintenant, puisqu'il a pris... Moi, je crois à la parole présidentielle. Il a dit que sa candidature était liée à l'inversion de la courbe du chômage. Et donc il est vraiment tenu par cette parole. Je le crois. Alors après, quel est l'outil de référence, hein? C'est pour ça que j'ai parlé du BIT, vous l'avez bien compris tout à l'heure. Plus que des statistiques de Pôle emploi. Mais de toute façon, à terme, si le chômage diminue, ça se verra aussi dans les statistiques de Pôle emploi. Et jusqu'à quand peut-il attendre avant de se déclarer? On a pu entendre qu'il pourrait faire savoir qu'il n'est pas candidat s'il ne l'est pas en octobre. Après, ça dépend. Vous savez, il y a eu des stratégies différentes. Après, j'allais dire, c'est presque de la tactique. C'est de la stratégie. En réalité, nous avons eu des présidents sortants qui se sont présentés au dernier moment. François Mitterrand, en mars, autant que je me rappelle, 88 ou quelque chose comme ça, donc qui avait attendu le dernier moment, d'autres qui prennent un peu plus d'avance pour le faire. Donc on verra. Il y a la primaire de la droite à la rentrée prochaine, ça doit être au mois de novembre, donc c'est important aussi de voir ce que font les adversaires. Donc, parce que là, franchement, maintenant, dans cette tripartisation de la société politique, du débat politique, l'essentiel, c'est quand même aujourd'hui d'être devant la droite, donc de rassembler la gauche. De rassembler la gauche. On parle d'une candidature d'Arnaud Montebourg. Vous pensez que ça serait une bonne idée, destructeur? Moi, s'il y a une primaire et qu'Arnaud veut se mettre dans la primaire, très bien. Hein. Il l'a déjà fait une fois. Voilà, il peut le refaire une deuxième fois. Si les candidats sans passer par une primaire? Il ne faut pas non plus... Les primaires, le seul intérêt de la primaire, c'est d'avoir un seul candidat. Après, des fois, on a des surprises. On peut faire 5% et être Premier ministre. Hein. Il y a d'autres ambitions aussi qui semblent se préciser. Je pense à Emmanuel Macron. Il se prépare, il s'en cache même plus vraiment. Il a dit ce matin sur France Inter, j'ai envie de faire plus pour le pays. Il va sortir aussi bientôt 2 livres. Il pourrait être un candidat en 2017, Emmanuel Macron. Même en dehors du parti, hein, non, mais je ne sais pas, je n'imagine pas cela. Il n'est pas au Parti Socialiste. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il consacre tout son temps et toute son énergie à travailler pour faire réussir ce gouvernement. Mais vous lui prédisez un bel avenir? C'est un garçon intéressant, intelligent. Oui, j'espère, pour nous, pour la gauche. Il a des convictions, c'est un homme de gauche, je le crois, sincèrement, même s'il est un peu trop libéral à mon goût sur l'économie. Il pourrait se lancer dans cette course à la présidentielle sans appartenir à aucun parti. Je lui conseille de travailler en tant que ministre de l'économie dans ses fonctions ministérielles. Hein. Et vous lui conseillez d'être élu aussi avant? Je lui avais proposé, au tout début, je lui ai proposé de venir... alors on dit, c'est pour ça que j'ai vu ressortir que je soutenais, enfin que je lui proposais... Je lui avais dit, si tu cherches une circonscription, en Bourgogne, il peut y en avoir une. Il m'avait dit que ça ne l'avait pas vraiment intéressé. Vous comprenez, très bien. comprenez que ça puisse ne pas l'intéresser? J'ai pas le même parcours. Vous qui avez un parcours totalement différent. Moi j'ai un parcours... mais est-ce que c'est une autre façon de faire de la politique? Oui, c'est ce qu'il dit, lui. Moi j'ai un parcours mitterrandiste. Moi je crois que le suffrage universel, c'est quand même ce qui confère la légitimité. Voilà. Donc je pense qu'il faut être élu. Mais bon, après tout, s'il n'est pas élu, Raymond Barre n'était pas élu, il a été Premier ministre. On peut avoir une activité politique, on peut avoir même un cursus politique sans être élu, semble-t-il. Oui, il surfe, si vous voulez, sur l'air du temps, en disant que les partis sont un peu dépassés. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ils ont besoin, autour de ce que souhaitait lancer Cambadélis, autour du Parti Socialiste, c'est pas faux, une nouvelle maison commune. Oui, c'est vrai qu'il faudrait dépasser un peu tout ça, c'est vrai qu'il faudrait une nouvelle maison commune, c'est vrai qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres, mais j'ai déjà entendu ça tellement de fois que... Que vous n'y croyez pas? Si, mais je me dis qu'il faut reprendre sans arrêt le métier, l'ouvrage et recommencer. Donc on va le faire. Pour autant, je crois vraiment que l'onction, excusez-moi, du suffrage universel, c'est quelque chose d'important. Très bien, écoutez, merci beaucoup Stéphanie. On va passer à la troisième partie de cette émission avec un Manuel Valls, donc non seulement un peu empêtré en ce moment dans cette réforme autour de la loi travail, mais également encore et toujours en première ligne sur la révision constitutionnelle et la fameuse déchéance de nationalité examinée en séance par le Sénat la semaine prochaine. Le Premier ministre était auditionné ce matin par la commission des lois du Sénat. Il a bien sûr beaucoup été interrogé sur la déchéance de nationalité et les risques d'apatridie. On écoute Manuel Valls.
L'article 25 du Code civil fait aussi une distinction pour prononcer la déchéance de la nationalité entre ceux qui disposent d'une autre nationalité et ceux qui n'en disposent pas. Seuls les premiers pouvant faire l'objet de cette sanction. Pallier ces manques de notre droit, c'est le sens de la rédaction de l'article 2 que le gouvernement propose. Je sais, c'est normal, qu'elle suscite des interrogations en raison du risque d'apatridie qui sera en conséquence encouru, et nous sommes d'ailleurs depuis le début confrontés à cette question. Le débat sur cet article a été riche, comme on dit, et le gouvernement, qui avait respecté l'avis du Conseil d'État, a fait évoluer son projet constitutionnel pour en tenir compte. Nous l'avons fait évoluer avec l'accord du président de la République pour tenir compte des débats. Je le dis à ceux qui maintenant voudraient sacraliser la parole du président de la République à l'occasion du Congrès. Parce que la Constitution est notre texte suprême, parce qu'elle a une force solennelle. Le gouvernement s'est rallié à une écriture qui ne distinguera aucune catégorie de Français par rapport à une autre. Voilà, Michaël Zames de Public Sénat nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michaël pour la dernière partie de preuve par 3 avec cette question, je l'ai annoncé tout à l'heure. Est-ce que, si vous étiez encore parlementaire, sénateur, vous voteriez cette révision constitutionnelle? Eh bien, on va lui poser tout de suite la question. Est-ce que vous voteriez? Il faut que je donne une explication avant de répondre à cette question, et je le ferai. Premièrement, je n'étais pas très chaud pour la déchéance de nationalité. J'aurais préféré l'indignité nationale, je le dis. Mais après tout, à partir du moment où ça a été présenté par le président de la République, envisagé par le président de la République devant le Congrès, unanime, debout, à l'applaudir, je me dis que ce n'est pas rien. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que des gens qui ne s'étaient pas préoccupés de ce sujet avant les attentats et avant la déclaration du président de la République n'avaient jamais signifié, contesté le fait que la France n'ait jamais ratifié la Convention de 61 et qu'elle ne l'ait que signée. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant que ceux qui sont contre la déchéance, pendant tant d'années, ils n'aient jamais demandé à ce que la France ratifie la Convention de 61. Vous savez que la Convention de 61... Peut-être que l'actualité a fait qu'on en a a beaucoup plus parlé à l'instant. Bien sûr, mais elle a été signée avec une clause qui permettait l'apatridie pour il y avait atteinte grave à l'État. Donc cette clause, elle a été mise en... C'est une réserve qui a été faite par la France. Elle est là depuis 61. Elle n'est pas dans la Constitution. Non, mais elle est là depuis 61, c'est vrai. Mais elle n'est pas dans la Constitution. C'est vrai. Donc le débat a rejailli. Moi, à partir du moment où, je l'ai dit, le président de la République a pris cet engagement, moi j'y souscris. Mais j'ai fait une remarque, une deuxième remarque. Il ne peut pas y avoir de différence entre les Français. Oui. Donc je pense que les binationaux doivent être sortis de cela. Et pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'un côté des Français entièrement à part et de l'autre des Français à part entière. Il ne peut pas y avoir non plus d'apatrides. Et donc la on sort de discussion tout est en cela? foire. Parce que quand on entend Manuel Valls à l'instant, il va y avoir des apatrides, visiblement. Moi, je suis pour que le texte, je le dis, ici, je suis au Sénat, j'ai pas de conseil. Vous connaissez la maison. J'ai pas de conseil à donner, etc. Je trouve que la formule de Manuel Valls tout à l'heure était plutôt jolie. Désacraliser le discours du président de la République. Voilà, c'est quand même, c'est vrai que ça serait à front renversé de voir le Sénat aujourd'hui sacraliser d'une certaine manière l'engagement du président de la République. Moi, je pense que le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale est un bon travail. Et donc, je pense que cette affaire a assez duré. Et je pense que le Sénat devrait aujourd'hui valider la proposition qui est transmise par l'Assemblée nationale. Ce n'est Donc pas vous appelez les sénateurs à voter conforme? Oui, j'appelle les... Oui, je pense qu'il y en a assez. Il y en a assez. Et donc pour sortir par le haut, un vote conforme? Oui, je pense qu'il faudrait un vote conforme, il faudrait aller vite. Je pense que les Français sont lassés de ce débat, parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de symbolique, c'est très important, beaucoup de symbolique derrière ça, mais peu d'efficacité finalement. C'est un appel que vous lancez à la droite aujourd'hui? Oui, je voudrais le dire, écoutez, on arrête. Et sinon, si c'est pour repartir pendant des mois, moi je dirais au président de la République, il ne m'écoutera peut-être pas, il faut retirer ça, il faut Pourquoi arrêter. la droite sénatoriale ferait ce cadeau au gouvernement aujourd'hui? Parce qu'elle a le sens des responsabilités. Et François Rebsamen, c'est-à-dire que si jamais on votait conforme aujourd'hui, on irait à un congrès à Versailles? Je pense, oui, je pense que... Et si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de congrès? Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi maintenant. Hein. Je vous ai dit quelle était ma position. Après, le président de la République prendra... Donc si on entend bien, vous seriez parlementaire aujourd'hui, vous voteriez conforme le texte venu de l'Assemblée nationale? Moi, oui. J'avais fait mes remarques avant. J'aurais préféré l'indignité, mais j'ai expliqué... Essayons d'aller un tout petit peu plus loin. François Hollande voulait l'union nationale. C'était le serment de Versailles, comme dit Manuel Valls. Il récolte les critiques de votre gauche, les critiques de la droite. C'est échec sur toute la ligne?
Ça n'a pas duré longtemps, hein, ce sentiment d'union nationale, et je le regrette profondément. Il y a eu quelqu'un ici, un sénateur que je respecte, ancien Premier ministre, qui a fait des déclarations, je parle de Jean-Pierre Raffarin, que j'ai trouvé tout à fait estimable qui tendait la main à cet instant. Oui, je le pense. Mais la vie politique a repris, le débat politique ou politicien a repris trop vite le dessus. Moi, je pense sincèrement que dans la période qu'on a connue, je l'ai même dit, un gouvernement, moi, vous voyez jusqu'où j'allais, un gouvernement d'union nationale, correspondait à l'état d'urgence que notre pays... Vous auriez voulu un gouvernement d'union nationale? Sur le moment. Sur le moment. Sur le moment, Plus bien maintenant. sûr. Après, mais personne n'en veut. Donc, voilà. Et personne n'a répondu à Jean-Pierre Raffarin. Et personne n'a répondu, ni dans un sens, ni dans un autre. Qui est resté seul avec sa proposition d'union nationale sur le chômage. Les partis politiques sont repartis dans leur débat. L'affrontement gauche-droite a repris. À un an le bon vieux clivage gauche-droite. Un an de la présidentielle, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Ce mode de scrutin génère cela. Donc, c'est tout cela qu'il faut revoir. À Dijon, oui. maire de Dijon, est-ce qu'on vous parle de ce texte, très sincèrement? On m'en a beaucoup parlé oui. Au mois de décembre, après les vœux du président, puisqu'il avait évoqué cela dans ses vœux. Depuis, on m'en parle plus, non? Oui. Non, on parle beaucoup de tactiques politiciennes entre la droite et la gauche. Est-ce que ça intéresse vraiment les Français? Vous qui êtes en prise avec les Français écoutez, je vois des Dijonnais, c'est des Français tous les jours. Je les rencontre, des associations, je rencontre beaucoup de monde. Personne ne m'interpelle en me disant il faut avancer sur la déchéance de nationalité. Et sur le retour de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, lors de l'audition devant la commission des lois du Sénat ce matin, le garde des Sceaux a précisé que le texte serait examiné le 6 avril. C'est bien ce texte pour rassurer notamment les magistrats qui sont inquiets des nouvelles prérogatives. Oui, je pense bien. Je pense bien ce qu'a fait Jean-Jacques Urvoas, enfin le nouveau garde des Sceaux. Oui, je pense c'est bien. Et là, vous pensez qu'il y aura une majorité au Congrès je le crois, pour voter cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Je le crois. Je pense vraiment quand même qu'au moment où on voit des menaces n'ont pas disparu et tout, il doit y avoir un esprit de responsabilité qui doit s'imprimer ici au Sénat également. Il est là déjà par essence au Sénat, on le sait, mais il faut peut-être le renforcer un peu. Alors, on va parler d'autres dossiers qui sont un peu enlisés, qui fâchent au sein du gouvernement, notamment le nucléaire. Il y a eu cette cacophonie ces derniers jours. Le nucléaire français critiqué aussi par nos voisins européens. Alors, nos centrales seraient à bout de souffle et la promesse de François Hollande de fermer Fessenheim d'ici 2017 n'est pas certaine. Je vous propose d'écouter la réaction de Ségolène Royal. Moi, je voudrais quand même dire aux Français qui nous écoutent que fermer un réacteur ou une centrale nucléaire, c'est pas tourner un robinet. Dans une centrale nucléaire, il y a deux conditions pour qu'elle s'arrête définitivement. D'une part, il y a les éléments de sûreté nucléaire. Et la deuxième condition, ça c'est moi qui la donne, la seconde condition, à ceux qui me demandent de fermer du jour au lendemain une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire comme Fessenheim, c'est 2000 emplois. C'est 2000 personnes, c'est 2000 salariés. Mais l'engagement numéro 41 de François Hollande est de fermer, ce sont ses termes. Oui, cette promesse va-t-elle être tenue, Madame Royal? Oui, elle sera tenue, je viens de vous le dire. Alors, la promesse tenue, et si on entend Emmanuelle Cos, la ministre du Logement, je dis bien du Logement, elle n'est pas ministre de l'écologie, il faut que ça soit fermé en 2016. Et Ségolène Royal dit, on verra, mais nos centrales sont en bonne santé. Alors qui a raison? Parce que sincèrement, on ne comprend plus rien. Oui, la décision, elle est simple, elle a été prise par l'engagement qu'a fait le président de la République. La centrale de Fessenheim, elle doit fermer. Donc après, il y a des conditions de... Ce que dit Ségolène Royal est juste. Il y a des conditions de sécurité. On ne ferme pas ça comme ça du jour au lendemain. L'engagement est pris de fermer la centrale de Fessenheim. Quand aura-t-elle lieu cette vraie... Oui, parce que comme vous le dites, ça va prendre du temps, mais la décision ferme... Il a dit avant la fin du quinquennat. Ça va prendre du temps, mais peut-être ça sera 2017, peut-être ça sera 2018. Après, il y a les conditions de sécurité qui sont primordiales en la matière. C'est une des plus anciennes centrales françaises, et donc je pense que l'engagement doit être respecté. C'est 900 mégawatts, autant que je me rappelle. Donc il faut faire des efforts, mais il faut faire des efforts sur les économies alternatives. Sincèrement, quand la ministre du Logement, je me répète, Emmanuelle Cos, dit qu'il faut que ça ferme en 2016, ministre du Logement, elle est dans son rôle de parler de ça ? Je pense qu'elle veut dire, c'est une jeune ministre, il faut lui pardonner, mais je pense qu'elle veut dire que la décision doit être annoncée officiellement en 2016, au plus tard.
Jeune ministre, ou alors elle est sortie de son rôle de ministre et elle a repris oui, ses mais habits de je veux pas, je veux pas, oui, vous voulez pas aller plus loin. Je veux pas la critiquer, je veux pas la critiquer, mais c'est pas, je crois que Ségolène Royal a bien dit les choses. Ouais, alors les Allemands, ils nous demandent de fermer Fessenheim, les Suisses portent plainte contre nous sur une autre centrale, le Celle du budget, oui. Exactement, et le Luxembourg s'y met aussi, mais on aurait raison contre tout le monde. Et puis pendant ce temps-là, quand même, les Anglais nous proposent, vous ne l'avez pas dit, de construire une nouvelle centrale. Oui, mais en attendant, les autres pays européens près de nous et qui sont frontaliers, ils nous disent c'est dangereux, faut tout fermer. Mais on va attendre. Donc il a raison. On va attendre. On a, nous, je crois, une autorité de sûreté nucléaire qui est de qualité, qui travaille dans la transparence. Et donc, la plus ancienne, c'est Fessenheim. L'engagement a été pris de la fermer. Elle sera fermée. Pour le reste, moi, je fais confiance à l'autorité de sûreté nucléaire et de la transparence. Après, pour qu'elle soit fermée, 900 mégawatts, je pense qu'il faut que Flamanville entre en activité. C'est une nouvelle génération. On va voir ce qu'elle donne. Les EPR, pour ceux qui... Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs... Et même Jean-Vincent Placé, aujourd'hui, qui lui est ministre en charge, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État, il doute, lui aussi. Le pacte qu'on avait fait avec les Verts en 2012, que François Hollande avait fait... Il doute de quoi? Il doute que l'EPR puisse fonctionner. Ah oui, bon, je sais pas. Moi, j'ai pas les éléments scientifiques pour répondre à cette question. Non, mais là, si on fait de la politique, le pacte qui avait été mis en place en 2012, il a volé en éclats, lui aussi? Non, il n'a pas volé en éclats. C'est les Verts qui ont volé en éclats. Donc, n'existe plus, les Verts? Bah non, je crois qu'il y en a plein qui sont partis. Il y en a qui sont quand même au gouvernement. En 2017, vous n'aurez pas besoin d'eux? Des écologistes, oui. Les écologistes. Le parti vert Europe Écologie Les Verts, c'était ça, a explosé, tout le monde l'a vu, mais le mouvement écologiste... Alors si le PS n'est pas mort, le mouvement Les Verts sont morts, véritablement? Non, les écologistes, c'est une partie importante de la gauche. Et je pense que les idées qu'ils défendent, qui se sont imposées, eh bien, ce sont des idées qui restent novatrices pour notre société. Donc le problème a été bien évoqué, bien traité, je crois, à travers la COP21. Maintenant, il faut avancer ensemble. Oui, mais je parle avec ça va suffire. Il y a aussi le dossier Notre-Dame-des-Landes. Oui, il y a le dossier Notre-Dame-des-Landes, mais le gouvernement a du mal à se sortir. Oui, il y a du mal à se sortir de ce... Il y a une proposition qui a été faite par le président de la République. Qui satisfait personne, le référendum. Bah pourquoi? Quand on donne la parole aux gens, finalement, c'est quand même le mieux. Hein. Vous avez vu le périmètre, c'est la Loire-Atlantique, les autres disent ça ne marchera pas, donc forcément on enterre. Mais laissons déjà les gens de Loire-Atlantique du département. Alors, puisqu'on est sur les collectivités territoriales, la France a été épinglée par ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Sur la réforme des collectivités territoriales, déplore l'absence de consultation avant cette réforme. On se fait donc épingler par l'Europe. Vous avez conscience de tout ça? Oui. C'est-à-dire l'absence de consultation avec les collectivités locales. Oui, c'est ça, en amont. Bon, je pense que c'est pas grave. Il y avait des engagements qui avaient été pris par les uns et par les autres. Par Nicolas Sarkozy à hauteur de 10 milliards d'euros. Par François Hollande à hauteur de 11 milliards d'euros. Donc les engagements ont été pris devant les Français. Il faut bien que les collectivités locales participent à l'effort. Mais pas trop. Voilà, on a atteint le niveau. On a atteint le niveau là. Et on va écouter la réaction du ministre des collectivités à votre micro tout à l'heure, Mickaël. Jean-Michel Baillet. Ah, on me dit que le sonore n'est pas prêt. Pardon, Mickaël. Mais si je reviens un petit peu sur les collectivités, si on parle de Dijon, par exemple, vous aviez dû à l'époque faire ce qu'on appelle des emprunts toxiques. Oui, 3. Ça représente 18% de l'ensemble des encours de l'année. Pour expliquer aux gens, c'est qu'on emprunte un petit peu d'argent aujourd'hui sur les cours de bourse pour essayer d'en récupérer, évidemment, pour financer un petit peu le... La Cour des comptes de l'époque nous encourageait à prendre ce type d'emprunt, oui. Et finalement, aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a un emprunt qui s'appelle Helvétique, c'est assez connu. Le taux d'intérêt est de 0,24%. De 2008 à 2018, pendant 10 ans, il est sécurisé. C'est-à-dire que la ville gagne beaucoup d'argent, puisque avec un taux de 0,24 depuis 2008 jusqu'en 2018, on gagne de l'argent. À partir de 2018, personne ne peut dire quel sera le taux de cet emprunt. Donc vous ne savez pas si vous gagnerez, Donc j'ai décidé de profiter des propositions qui sont faites, excusez-moi, pour profiter de saisir les propositions qui sont faites par le gouvernement et d'avoir recours au fonds de soutien pour sortir de cet emprunt. Voilà. D'accord. Vous avez connu aussi une baisse des dotations des collectivités, certainement beaucoup d'argent en moins. Oui, Dijon est durement frappé. Oui, durement frappé. Durement frappé. Comment est-ce que l'on fait quand on a été ministre, quand on a été sénateur? On sait qu'on peut peser souvent sur des décisions, mais aujourd'hui vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus sénateur. Non, mais j'ai gardé quand même une capacité, je crois, de peser, et je vais rencontrer François Baroin, j'ai vu André Léniel, et j'avance des propositions. Je pense que si on ne veut pas porter atteinte à l'investissement public, il faut qu'il y ait un effort de l'État, il vient de le faire.
Il y a 1 milliard qui a été mis en place pour doter l'État. Et donc on va vous entendre sur cette question? Oui, bien sûr, on va m'entendre. Vous pourriez prendre une part active dans l'Association des maires de France, par exemple? Je l'ai eu, hein, j'ai été vice-président de l'association. Mais là aujourd'hui, pour est-ce vous que faire vous auriez entendre... envie d'y revenir? Non, mais vous verrez, je prendrai des responsabilités. Ailleurs, dites-nous. Ailleurs. Non. Alors, est-ce que vous n'envisagez pas votre retour ici au Sénat? Non. Votre vie de parlementaire, c'est fini? Oui, ma vie de parlementaire est finie. Vous savez que c'est interdit de cumuler, donc oui. Voilà, sauf. Mais vous pourriez avoir envie de redevenir parlementaire. J'avais, vous savez, plaidé pour qu'on puisse avoir un mandat de sénateur avec un mandat de. Voilà, bon, Tout à fait. c'est plus le cas. Ça n'avait pas été acté. Très bien. Ça supposerait une grande réforme de la Constitution que j'avais suggéré, d'ailleurs, que je continue de suggérer. Bon, donc c'est plus le cas, je ne suis pas parlementaire. Je suis ancien ministre, je crois que j'ai une voix qui s'entend dans le domaine des collectivités locales, donc je me ferai entendre. Voilà. Responsabilité dans le parti aussi? Non, j'ai beaucoup donné dans le Parti Socialiste. Donc tout ça, c'est une vie que vous mettez de côté? Oui, j'ai d'autres choses à faire. Mais Vous retrouvez quand même votre liberté de parole maintenant? Oui, je crois. Elle n'a jamais été trop bridée. Peut-être quand j'étais au gouvernement, par solidarité. Je pense que c'est un conseil à donner à tous les ministres. On doit être solidaire de l'action du gouvernement. Il est tradition en ce moment pour les hommes politiques d'écrire. Est-ce qu'on pourra vous lire bientôt? Je le pense. C'est pas fini, mais oui. Vous êtes en train d'écrire alors? Je suis en train d'écrire, absolument. Et on peut vous demander sur quoi précisément? Sur la vie politique, sur la France, sur des anecdotes, par exemple, avec François Hollande. Ma modeste expérience, des anecdotes. Votre long parcours aux côtés de François Hollande. Je vous donne envie de lire le livre. Vous verrez. Bien sûr, vous avez déjà un titre, peut-être? Non, pas encore. Bon, on aura essayé. Pierre. On aura essayé, exactement. Mais donc, des fonctions futures, vous voulez pas nous dire non plus lesquelles, dans quel domaine? Associative. Non, vous verrez. On verra tout ça. Bon, alors une actualité future autour de François Rebsamen, mais en tout cas pas de retour. Déjà pour que vous m'invitiez à nouveau. Voilà, et exactement. Mais tout à l'heure vous parliez du non-cumul. C'est vrai que vous avez beaucoup bataillé pour pouvoir cumuler à la fois un titre de parlementaire et d'élu local et sénateur. Oui, voilà. Justement pour pas que les élus soient hors sol. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui avec votre expérience de seul mandat de maire de Dijon? Bon, que ça va très bien, mais parce que j'ai une histoire personnelle qui fait que j'ai été président de groupe, que j'ai été ministre, etc. Mais c'est vrai que on peut avoir tendance, quand on est seulement maire d'une ville, même d'une grande ville, à se sentir un peu isolé si on n'a pas les réseaux, les relais pour se faire entendre. Il y en a beaucoup qui sont isolés comme cela. Oui, mais... Qui n'arrivent pas à se faire entendre à Paris comme vous. Il y a des associations, c'est pour ça qu'on a regroupé toutes les associations d'élus des grandes villes dans une association unique, qui s'appelle France Urbaine, et nous travaillons ensemble dans cette association. Voilà. Très bien, merci beaucoup François Rebsamen d'avoir été notre invité ce soir sur Public Sénat dans notre émission Preuve par 3. Merci Mickaël, très bonne soirée à tous sur notre antenne.